Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour le suivi de la revue du CAC 40. Donc là, on est dans le segment 10 à 20. Donc les 20 plus gros, enfin on va jusqu'au de la 10e plus grosse entreprise, la 11e plus grosse entreprise jusqu'à la 20e. C'est très simple, les critères de sélection. On prend le iShares MSCI France. Alors attention, là, ce sont les plus grosses capitalisations françaises, mais pas forcément CAC 40. Bon, dans ce segment, pour l'instant, on a encore que du CAC 40. Pour la suite, il faudra sélectionner autrement. On est sur le market cap de 33 milliards, entre 33 milliards d'euros et 100 milliards d'euros. Et on applique nos critères. On va enlever le prix qui n'est pas intéressant. Comme d'habitude, les métriques qui sont affichées, les colonnes qui sont affichées, le ticker de la boîte, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en milliards en dollars, parce qu'il n'y a pas d'infos en euros sur cet écran, la croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, 2 multiples de valorisation, valeur d'entreprise sur EBITDA, ça c'est plutôt pour les entreprises industrielles et qui ont de la dette, price earning, ça va être plutôt pour les entreprises financières, parce qu'on en a ici, rendement des capitaux investis, là c'est plutôt une rentabilité pour les boîtes plutôt traditionnelles, et rendement des fonds propres, ça c'est pour les boîtes financières plutôt. L'endettement net sur EBITDA, pour voir la solidité du bilan, le rendement du dividende, s'il y en a un, le rendement de l'actionnaire, pour comparer si il y a des rachats d'actions ou de la dilution, le payout ratio, le free cash flow qui n'a pas l'air de se charger aujourd'hui, face au bénéfice net, pour savoir si le payout ratio est correct. Bon, on va enlever le free cash flow, tant pis, hop. Voilà, allez, on commence par la première capitalisation boursière de ce segment. On est sur BNP Paribas, la banque numéro 1 en France. Une capitalisation boursière d'à peu près 98 milliards de dollars. On est sur une croissance qui est faible. Alors, il faut voir ce qu'il y a dans la croissance, mais là, ça va être la croissance du produit net bancaire. 1,3% de croissance en revenus annualisés sur 5 ans, en chiffre d'affaires annualisé sur 5 ans. Le price earning, il est en dessous de 10, donc ça, c'est bien. On aime bien pour les banques. 10, c'est le multiple médian en Europe, donc en dessous de 10, on est quand même un peu décoté. Ça, c'est pas mal. On va se rajouter un autre critère, d'ailleurs, j'y pense. La décote sur les actifs, parce que ça peut être intéressant. Donc ça, c'est Price to Tangible Book Value. Et nous, ce qu'on aime pour les banques, et pour les financières, c'est avoir une décote sur actifs. Alors, pour BNP Paribas, on a 10% de décote sur les actifs tangibles, donc ça, c'est bien, parce que les actifs tangibles, en fait, ce sont des actifs financiers pour les banques, et donc c'est assez dur à évaluer. Donc ce qu'on aime, c'est avoir une décote sur ces actifs pour avoir une bonne marge de sécurité si on ne sait pas vraiment évaluer le bilan. Donc ça c'est bien. Rendement des fonds propres à 9,3%, c'est correct, c'est convenable pour une banque. Un rendement du dividende à 6%, un rendement de l'actionnaire à 8,5%. Donc il y a des rachats d'actions chez BNP Paribas. Le payout ratio il est à 50%, donc on a de la marge. En tout cas on peut verser ce niveau de dividende avec sérénité et utiliser le reste des bénéfices pour acheter les actions. Donc on est pas mal sur BNP si vous autorisez à investir dans les banques. Ce qui n'est pas mon cas, mais en tout cas vous avez des cotes sur flux et vous avez des cotes sur le bilan avec un rendement d'actionnaire tout à fait intéressant. Donc BNP, pas mal pour un entier qui s'autorise les banques. Ensuite on a AXA, donc une assurance. On est sur 94 milliards de dollars US de market cap. Alors je sais pas ce que ça veut dire la croissance sur une assurance, donc ça il faudrait vérifier. Peut-être qu'il y a eu des cessions d'actifs également chez AXA. Le price earning il a 12,8, ça c'est un peu élevé. Pareil pour les assurances, pour moi c'est un multiple de 10, pas plus, sinon on est surévalué. Et il n'y a pas de décote sur les actifs. Et les assurances sont aussi des actifs tangibles, tout ce qui est les polices d'assurance, tous les contrats, du coup, tous les obligations qu'elle tient dans son bilan, tous les actifs financiers, etc. Donc pas de décote à ce niveau-là. Un rendement des fonds propres à 12,5%, donc ça c'est tout à fait bon pour AXA. Est-ce que la dette ça a un intérêt sur les assurances? Je sais pas trop, je pense que non en fait. Le rendement du dividende à 5,4%, un rendement de l'actionnaire à 8,3%, donc il y a des rachats d'actions, un payout ratio qui est un peu élevé à 60%, donc ce niveau de dividende il est peut-être un peu élevé. Et du coup, peut-être qu'il sera pas soutenable sur le long terme si les bénéfices nets n'augmentent pas plus que cela. Donc AXA, pour moi, il vaut mieux en être à l'écart, c'est un peu cher payé à l'heure actuelle. Vinci, donc très belle société, du BTP, des concessions, on est sur 72 milliards de dollars US de market cap, une croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans de 8,25%, alors ça c'est une croissance globale, donc il y a une croissance organique et une croissance externe chez Vinci, pour les acquisitions également. En valeur d'entreprise sur EBITDA, on a 7,7, c'est pas cher payé, donc moi ma zone value c'est 7 et moins, là on n'est pas si loin de cette zone value, donc c'est pas mal pour Vinci.
On a un PER de 14,6, c'est pas si cher payé, mais c'est pas value non plus, hein. Au-delà de 10, pour moi c'est pas value, mais on est pas très très chèrement payé pour la qualité de ce dossier, hein. Un rendement des capitaux investis qui est à 8,5, donc ça c'est convenable, avec un peu de dette par contre au bilan, mais ça c'est normal, hein. On est sur des sociétés qui peuvent s'endetter à pas trop cher, puisqu'elles ont de la visibilité sur leur activité de concession, donc elles ont des cash flows assez prévisibles, et donc les banques elles aiment bien, et du coup ces sociétés ont des taux d'intérêt qui sont plus faibles que d'autres industries. Donc bon, c'est pas si endetté que ça. Vinci, un dividende tout à fait intéressant de 4%, un rendement actionnaire de 5,5%, donc en plus il y a des rachats d'actions, vous avez un payout ratio de 53%, c'est pas mal. Le rendement du dividende est tout à fait sécurisé à ce niveau-là, on a de la marge en plus pour faire des rachats d'actions, donc Vinci pour moi c'est un bon dossier, plus pour un rentier plutôt que de la value. Maintenant ça s'est un peu redressé depuis les quelques mois qu'on fait ces revues, donc là on est plus sur un dossier vraiment value, mais on est sur un dossier qualitatif rendement, voilà, rendement pour un rentier qui veut un dividende de 4% qui est tout à fait intéressant. Crédit Agricole, la deuxième banque française, on est sur 56 milliards de dollars US de market cap, une croissance du chiffre d'affaires de 6% en rythme annualisé sur 5 ans, c'est pas mal. On est aussi décoté sur le price earning par rapport à notre multiple de 10, hein, pour une banque, pour une société financière, donc ça c'est bien, on a une marge de sécurité, mais pas de marge de sécurité sur le bilan, donc là, dommage. Rendement des fonds propres à 10%, donc très correct, hein, vraiment pas mal. On a 6,4% de rendement du dividende, il y a pas, alors le rendement de l'actionnaire n'est pas calculé, donc à vérifier est-ce qu'il y a des rachats d'actions ou pas, et on n'a pas le payout ratio non plus, donc dommage. Bon, il manque un peu des données sur cet écran-là, mais de mémoire, on était sur des choses qui étaient à peu près équivalentes à BNP. Maintenant, en termes quantitatifs, je pense que BNP est quand même légèrement plus intéressante, hein. Mais bien sûr, moi, je n'investis pas dans les banques. Allez, Thales. On est sur le spécialiste de la défense, on est sur 55 milliards de dollars US de market cap, une croissance qui est plutôt faible, hein, 2,3% en rythme annualisé sur 5 ans, mais évidemment, vous avez entendu parler, il y a des plans de réarmement en cours en Europe, on a des plans de relance, etc. Donc la croissance va augmenter fortement pour Thales, et le problème ça va être maintenant de tenir la cadence, hein, évidemment, puisque il faut délivrer, hein, c'est industriel, donc il faut de la capacité de production maintenant. La valeur d'entreprise sur EBITDA est passée à 19, donc là on est vraiment cher maintenant. Le price earning est à 53, donc on est cher. Alors évidemment c'est un price earning sur les 12 derniers mois, sur les 12 prochains on est moins élevé que ça, mais là ça veut dire qu'on devient une société de croissance sur Thales, hein. Attention. Rendement des capitaux investis à 9,5, ça c'est tout à fait correct. Il y a un peu de dette, une fois la EBITDA on a un dette net, mais c'est pas très lourd. Et le dividende, le rendement il est plutôt faible, et ça c'est normal puisque le prix de l'action, le multiple s'est complètement redressé, donc on n'est plus sur un dividende qui est attractif. À 1,5%, il y a un peu de rachat d'actions à 1,84%. À mon avis, c'est pas intéressant de faire des rachats d'actions à ce niveau de multiple, hein, on paye très cher, alors que l'entreprise pourrait avoir une meilleure rentabilité de ses investissements sur autre chose que sur le rachat de ses propres actions. Le payout ratio, il est complètement sûr, hein, on a 50%, donc ce niveau de dividende est sécurisé, mais il n'est pas très attractif à ce niveau. Et pour moi, Thales, je pense qu'il vaut mieux s'en tenir à l'écart. Maintenant, le marché a complètement bien acheté le dossier, la nouvelle, des plans, etc. Donc du coup, c'est plus très intéressant à ce niveau-là. Dassault Systèmes, on est sur le logiciel, 53 milliards de dollars US de market cap, donc un bon petit éditeur de logiciel français, hein, quand même. On a une bonne, dans le CAC 40, on a des bonnes boîtes tech, hein, faut pas en avoir honte, il faut pas en rougir. Donc on est sur 9,1% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc ça c'est plutôt bien. Les multiples sont très élevés, hein. On est à 30 quasiment en valeur d'entreprise sur EBITDA, 43,5 en price earning, donc là il n'y a pas du tout de décote, hein. Sur Dassault Systèmes c'est 100% une valeur de croissance. Rendement des capitaux investis à 9,3%, ça c'est bon. Et on a un peu de... Non, on n'a pas de dette, on est cash net sur Dassault Systèmes, ce que j'avais vu la dernière fois que j'ai regardé la boîte. Et donc, qu'est-ce que fait le management de ce cash? Pourquoi est-ce qu'il ne le rend pas aux actionnaires? Ou alors, je sais pas, est-ce qu'il fait pas de la croissance externe? Donc il y a du cash qui dort chez Dassault Systèmes, et ça c'est plutôt inefficient. Le rendement du dividende est faible, à 0,7%, il y a un peu de rachat d'actions, donc le rendement de l'actionnaire est à 1,22%. Bon, tout ça c'est pas flambant, hein. On n'est pas sur des niveaux très élevés. Le payout ratio est faible, on pourrait à minima doubler ce rendement de l'actionnaire, hein, sans problème. Et au lieu de ça, on préfère accumuler du cash chez Dassault Systèmes, donc c'est un peu dommage. Pour moi, il vaut mieux s'en tenir à l'écart également. Ensuite, Saint-Gobain, donc on est sur le spécialiste des matériaux de construction, qui a fait un vrai turnaround, on a vraiment changé de business model depuis 2020, avec des redressements de marge assez impressionnants, 53 milliards de dollars US de market cap,
une croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans de 1,80%. C'est faible, oui, mais en fait, il y a eu des désinvestissements. La société a cédé des activités à faible marge pour se recentrer sur des activités à plus forte marge. Donc l'impact, c'est que le chiffre d'affaires baisse, mais le résultat opérationnel, lui, se maintient, voire augmente, puisqu'on a des meilleures marges. Donc, en fait, c'est pas du tout un problème, ce niveau de croissance. La valeur d'entreprise sur EBITDA à 8,1 et le PER à 18,3. Donc on est plus sur des multiples value, vraiment. On est sur plutôt une société... On est en train de devenir une société de qualité, même si c'est pas un secteur qui est très qualitatif et qui est un peu cyclique, mais bon, on n'est plus du tout sur de la value, on n'est pas encore sur du rendement, enfin parce qu'on a 2,2% de rendement, pas vraiment sur une société de croissance, voilà, j'ai un peu du mal à classer cette société. Pour moi, c'est une société plutôt turnaround qui est en train de changer de profil et qui va devenir une société plutôt de, on va dire, qualité, ouais, on va dire peut-être une qualité défensive, mais c'est cyclique. Donc bon, voilà, j'ai vraiment du mal à classifier cette boîte-là, un peu particulière. En tout cas, on a un rendement des capitaux investis à 9,2%, ça c'est très correct. Il y a un peu de dette, 1,3 fois la dette nette sur EBITDA, ça c'est pas un souci, hein, c'est pas un niveau qui est trop dangereux. Un rendement du dividende à 2,2% et un rendement d'actionnaire à 3,2%. Donc il y a des rachats d'actions sur Saint-Gobain. Est-ce que c'est intéressant à ce niveau Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur un payout ratio de 37%. Donc il y a de la marge pour augmenter ce dividende. À mon avis, on peut l'augmenter au moins à 3% pour que ça reste une société de rendement Saint-Gobain. Donc, à suivre sur ce dossier. Pour l'instant, je trouve qu'on n'est pas sur un profil value ni rendement. Donc, voilà, c'est les seuls deux types de profils que je regarde. Voire je regarde que de la value. Pour l'investisseur de croissance, à mon avis, ça fera pas rêver non plus Saint-Gobain. Ensuite, Danone, on est sur 49 milliards de dollars US de market cap, le spécialiste des produits agroalimentaires. Donc pas de croissance, 1,6% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans. Il faudrait aussi voir l'impact des cessions en Russie, puisqu'ils avaient des actifs. Donc ils ont dû céder des actifs, c'est pour ça que le chiffre d'affaires est plutôt faible, la croissance est plutôt faible. Les multiples sont pas... on a 13,2 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, 23,4 fois le price earning. Pourtant, c'est pas une société de croissance, ni une société très qualitative, à mon sens. Donc, ces multiples-là me paraissent élevés. Un rendement des capitaux investis à 6,7%, donc ça confirme qu'on n'est pas sur une société très qualitative. On voit que le rendement des fonds propres, il est quasiment double, mais en fait, c'est parce qu'on a un peu, quand même, pas mal de dettes sur Danone, à 2,2 fois la dette nette sur EBITDA. Donc, attention, bon, la limite c'est 3 pour les sociétés non financières ou non qui opèrent pas sur les infrastructures ou sur des utilities. Dans le secteur des utilities, ça va être 3 à la limite, 2,2 ça va, mais bon, c'est pas non plus très léger comme bilan. Un rendement du dividende à 3,05%, mais un rendement d'actionnaire à 2,70%, donc il y a de la dilution sur Danone, dommage. Un payout ratio à 66,7%, c'est pas terrible. Danone, c'est pas un bon dossier, à ce niveau-là, je pense qu'il y a mieux à faire. Engie, on est sur le spécialiste de l'énergie français. Alors, le problème... Au-delà du qualitatif pour Engie, le problème c'est que la forte présence de l'État au capital, donc rien que ça, moi, ça me tient très loin de cette boîte. On a 46 milliards de dollars US de market cap, 4,2% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, donc c'est plutôt une croissance faible. Les multiples là sont un peu value quand même, 6 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA et 11,2 en price earning, donc en plus on a des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets vu le secteur d'activité, puis comme je l'ai analysé précédemment. Donc, en fait, le multiple de price to free cash flow, il est en dessous de 10 de mémoire, donc on est vraiment sur une boîte value, Engie, avec un rendement des capitaux investis à 6,7%, c'est pas très qualitatif. Vous voyez, le rendement des fonds propres est élevé, mais c'est parce qu'il y a de la dette aussi. Et, de mémoire, voilà, on verse un dividende à crédit, donc ça, c'est débile. C'est pas soutenable sur le long terme, donc on a un rendement de l'actionnaire, un rendement du dividende à 8,3%, donc ça peut paraître intéressant à ce niveau, mais en fait, le niveau soutenable c'est 4%, pas plus, parce que là on est un payout ratio de 100%, donc c'est pas bon du tout. Il y a un peu de dilution d'ailleurs sur Engie, donc on a un rendement de l'actionnaire à 7,1%. Voilà, tenez-vous à l'écart de ce dossier, je pense qu'il y a mieux à faire pour avoir un dividende solide, on l'a vu dans la tranche d'avant, il vaut mieux prendre du total, vous exposez à l'énergie, et en plus vous avez un rendement qui est tout à fait intéressant et qui est bien sécurisé sans l'État au capital. Donc il vaut mieux se concentrer sur Total plutôt que Engie si vous voulez vous exposer à l'énergie. Et on conclut avec la superbe banque Société Générale, 37 milliards de dollars US de market cap, une croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, c'est-à-dire quelque chose pour une banque, 1,5%, donc il n'y en a pas quasiment. On est un peu surcoté par rapport à notre multiple limite sur les financières, on est au-delà de 10, on a 10,4, donc ça c'est moins bon. Par contre, vous avez une énorme décote sur le bilan,
parce que personne ne comprend rien au bilan de la Société Générale qui est bourré de dérivés. Donc soit vous avez fait Polytechnique et vous savez évaluer des produits dérivés, soit vous tenez à l'écart de Société Générale. Rendement des fonds propres faible à 6,6%, donc en plus c'est pas très qualitatif. Il y a un rendement du dividende qui est faible également, 2,5%, avec un rendement actionnaire à 2%, donc il y a la dilution. On a un payout ratio de 17,12%. Qu'est-ce que fait la banque de ses bénéfices nets? Je pense qu'elle cherche surtout à augmenter son core tier 1 ratio, là, donc c'est-à-dire son coussin de sécurité qui est nécessaire pour les banques pour avoir réglementairement en fait. Il faut avoir un minimum de fonds propres pour pouvoir continuer à opérer. Donc Société Générale, je pense qu'il vaut mieux s'en tenir très très loin. Alors, qu'est-ce qu'on garde dans ce dossier? Si on n'est pas investisseur dans les financières, on peut se prendre Vinci. Pour moi, c'est qualitatif, c'est bien géré, c'est pas trop cher encore. On peut se prendre Saint-Gobain. On a un business qui est monté en qualité. Maintenant, le multiple c'est un peu redressé, surtout en price earning. Donc, il faut vérifier. Peut-être qu'en price free cash flow, on est plus bas que ça, hein. Mais Saint-Gobain aussi, c'est sympa. Si vous autorisez les banques, prenez BNP Paribas. J'espère que cette revue vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.